Bienvenue dans le débat de France 24. On votera donc au Royaume-Uni le 8 juin prochain. Les députés ont voté massivement pour des législatives anticipées. Aujourd'hui, 4e scrutin en 4 ans, convoqué par la chef du gouvernement britannique, Theresa May. Au plus haut dans les sondages, elle espère ainsi conforter sa majorité pour négocier en position de force avec Bruxelles les conditions du Brexit. Est-ce que cela va rendre les choses plus claires et surtout plus simples? On en débat avec vous, Paul Thompson. Bonjour, vous êtes vice-président du parti conservateur, le parti de Theresa May, ici même à Paris. Et face à vous, Patrick Martin-Génier, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste de politique publique et de politiques européennes. Vous êtes auteur de L'Europe a-t-elle un avenir aux éditions Studirama Bréal. Ça vient de paraître. Elle avait besoin, Paul Thompson, de se relégitimer par les urnes. Theresa May, qui, il faut le rappeler, n'a pas été confrontée en tant que chef de sa majorité jusque-là au suffrage des Britanniques. Je ne dirais pas qu'elle avait un besoin aigu et absolu, mais un calcul assez fort l'a induit à prendre cette décision, et elle a été pressée, je pense, par ses plus proches conseillers, y compris Monsieur Crosby et d'autres membres de sa garde rapprochée, à y aller parce que ces personnes estiment que les circonstances sont... Les circonstances ou les sondages? Les circonstances ne pourraient pas être plus propices que ce qu'elles sont aujourd'hui. Circonstances, la raison pour laquelle je vous demandais s'il s'agissait des sondages, c'est parce qu'on imagine que quand vous dites plus propice, ça veut dire aussi qu'elle a aujourd'hui un taux d'approbation ou de soutien des Britanniques qui lui permettrait de consolider sa majorité. C'est ça l'objectif de la démarche? Enfin, les sondages font partie des circonstances, bien entendu, mais il y a aussi le désarroi du Parti travailliste qui, en tant qu'organisation, souffre d'un chef qui n'est pas très aimé par les Britanniques, qui est très à gauche. L'UKIP est également en mauvaise posture en ce moment. Oui. Les Lib Dems pourraient profiter de cette élection pour... les libéraux-démocrates pro-européens. Oui, pour remonter la pente. Oui. Néanmoins, dans l'ensemble, les circonstances sont favorables pour essayer de renforcer sa majorité et pouvoir négocier dans de meilleures conditions avec l'Europe des 27. Oui. Malmené en chef, malmené dans les sondages l'opposant en chef, Jeremy Corbyn, vous venez de l'entendre, c'est le chef, le leader du Parti travailliste, contesté au sein même de ses troupes. Et vous allez le voir, pourtant, lui, il soutient l'initiative de ce retour aux urnes. Écoutez. Nous ne sommes pas opposés à ces élections. Mais Madame la Première ministre avait promis qu'il n'y en aurait pas. Madame la Première ministre à qui on ne peut pas faire confiance. Voilà, on ne peut pas faire confiance et pourtant ils ont tous voté pour, presque comme un seul homme, Patrick Martin-Génier, ses travaillistes. Pourquoi ? Pourquoi rendre ce service à Theresa May, qui, encore une fois, si l'on en croit ces sondages, et si les élections générales avaient lieu demain, conforterait très nettement sa majorité étriquée aujourd'hui d'à peine 17 sièges, elle pourrait la porter à plus de 100 sièges d'avance. Alors pourquoi lui rendre ce service? On dit 100 sièges, voire 200 sièges d'avance. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'il ne s'agit pas uniquement de conforter une majorité pour Mme May, mais de véritablement créer une majorité. Car elle n'avait qu'une avance de 17 sièges et compte tenu des négociations difficiles qu'elle va devoir faire avec Bruxelles, elle n'était pas sûre d'avoir une majorité pour la négociation pour le Brexit. On voit bien l'intérêt pour elle et on va en reparler dans un instant, mais pourquoi ses opposants lui rendent-ils ce service? Eh bien, alors je ne sais pas si c'est un service à lui rendre, mais parce qu'il n'y a pas que la politique européenne. En Grande-Bretagne, il y a aussi la politique nationale. Et Jeremy Corbyn souhaite effectivement combattre la politique de Mme May, notamment sur le service national de santé, sur les hôpitaux qui sont dans une situation assez catastrophique, la situation sociale, le chômage et la précarité de nombreux salariés. Et donc, il y a véritablement deux projets de société. Et je vous rappellerai que Theresa May, lorsqu'elle est devenue Première ministre, a dit qu'il fallait
développer l'équité sociale. Elle a aussi des mots pour une politique Elle a un sociale. discours très social, oui. Très social, mais Jeremy Corbyn est en désaccord et il souhaite effectivement, on va dire, mettre sur la table publique donc tous les désaccords qu'il a avec Theresa May sur le plan de politique intérieure. Quitte à perdre un nombre considérable de postes et à se retrouver lui-même peut-être mis en danger avec le risque de devoir démissionner. Le problème de Jeremy Corbyn est quelqu'un qui a une base électorale très solide, mais qui n'est pas du tout populaire dans le pays, puisque seulement à peu près 15% des Britanniques pensent qu'il ferait un bon Premier ministre. Paul Thompson, on va venir dans un instant aux objectifs de Theresa May, de son gouvernement et puis la négociation, mais est-ce que ce n'est pas une énorme erreur de la part de Jeremy Corbyn aujourd'hui d'aller tête baissée vers ces élections anticipées quand on sait les difficultés lui-même qu'il a eu à se maintenir à la tête du Parti travailliste? Je pense que Jeremy Corbyn est un politique de conviction qui ne se laisse pas guider par la pure tactique électorale. Ça peut paraître naïf peut-être, mais dans sa conception de la politique, il est fidèle à lui-même tel qu'il a été depuis des décennies. Donc honnêtement, ça ne me surprend pas sa part. Et il a un côté honorable, je dirais, même en cela. Et ce que vous avez dit est très juste et correspond, je pense, à la vision de Corbyn de la situation d'aujourd'hui. Il dit nous sommes heureux d'avoir l'occasion de mettre devant les citoyens nos idées alternatives dans toute une série de domaines politiques, et c'est aux électeurs de décider. On ne peut pas vraiment critiquer sur le plan de l'éthique démocratique une telle approche. Alors du côté de Theresa May, là on est face à quoi? C'est de la pure tactique ou il y a vraiment la nécessité d'avoir un pouvoir fort, en tout cas relégitimé par les électeurs? Je pense qu'elle avait beaucoup de légitimité déjà, mais il est vrai qu'elle a hérité de sa position de Premier ministre dans des circonstances assez rocambolesques. Il n'y a pas eu non seulement il n'y a pas eu d'élection nationale pour confirmer sa position de candidate à cette fonction, la fonction suprême, laissons de côté la reine, mais même à l'intérieur du Parti conservateur, il n'y a pas eu de convention pour la choisir, ce qui est contraire. Vous ne craignez pas que les électeurs, y compris les vôtres, en aient un peu assez finalement de voter chaque année et cette fois-ci boudent les urnes? Les gens sont un peu fatigués par les élections, oui, mais je ne pense pas que cela va jouer ni dans un sens ni dans un autre dans l'élection. Tout le monde est conscient que les circonstances d'aujourd'hui sont tout à fait exceptionnelles. Alors, ces élections anticipées, elles semblent faire l'affaire de tout le monde, puisque même Nicola Sturgeon, la dirigeante actuelle du Parlement écossais, l'accueille avec une certaine satisfaction. Elle pense que c'est le moyen aussi pour elle de conforter à nouveau sa propre majorité face à Londres et peut-être d'obtenir demain ce fameux nouveau référendum d'autodétermination. Écoutez-la. L'annonce de la Première ministre montre qu'elle défend les intérêts de son parti avant les intérêts du pays. Avec le désarroi actuel dans les rangs du Parti travailliste, elle a saisi l'opportunité de se débarrasser des gens en désaccord avec elle afin de donner à la politique du pays une orientation toujours plus droitière. Il est donc temps pour le peuple écossais de se faire entendre et de choisir son propre avenir. Patrick Martin-Génier, si les électeurs écossais en profitaient pour délivrer un nouveau triomphe aux indépendantistes du SNP, est-ce qu'on irait cette fois à coup sûr vers un référendum d'indépendance ? Ce n'est pas du tout certain, effectivement, et je crois que l'intérêt de Mme Theresa May, c'est d'affaiblir aussi le Parti nationaliste écossais, le SNP, parce que vous savez qu'il réclame un nouveau référendum, non pas sur l'autodétermination, mais carrément sur l'indépendance, et Mme May est en désaccord. Et Nicola Sturgeon, qui est un Premier ministre très dynamique, espère envoyer encore une hyper majorité de députés écossais. Ils ont la quasi-totalité des sièges en Écosse. 52 sur 56. Voilà, pratiquement effectivement, la quasi-totalité, moins 2 ou 3.
Et donc, elle espère forcer ainsi Theresa May à provoquer un référendum. Mais l'objectif de Mme May, c'est bien le contraire, c'est d'essayer d'affaiblir aussi ce parti nationaliste écossais pour mettre un terme à cette volonté d'indépendance. Paul Thompson, comment vous voyez les choses? On ne prend pas un risque justement à créer un nouveau, si c'était le cas évidemment, ce n'est pas sûr, mais en tout cas si c'était un nouveau, une nouvelle très large victoire du parti nationaliste écossais, de lui mettre du vent dans les voiles d'une certaine manière? Je ne pense pas que ça va changer la donne, si ce n'est en affaiblissant le SNP, peut-être paradoxalement, mais c'est comme ça que je vois les choses. En effet, à supposer que le Parti conservateur obtienne une majorité plus importante suite à l'élection du 8 juin, ils auront un mandat de 5 ans finissant en juin 2022. Et Theresa May a déjà clairement annoncé la couleur en ce qui concerne les désirs du SNP d'avoir un deuxième référendum, à savoir pas tant que le processus Brexit n'arrive à son terme, parce qu'il faut que chacun puisse juger des résultats. Donc il faut que les résultats soient arrivés entre-temps. Et il est fort probable que Theresa May sera en position de faire accepter par le Parti conservateur et par le Parlement à Westminster des accords de transition qui seront nécessaires à cause de la grande complexité des questions de commerce, liberté des services, tout ça. Et ces accords de transition auront pour effet de prolonger le processus. Et de ce fait, je pense que Theresa May pourra dire, et a probablement l'intention de dire à Mme Sturgeon, attendons voir, et attendons, ça voudra dire l'entrée en vigueur du véritable Brexit au terme des accords de transition. Donc tout le processus sera repoussé dans le temps, et Mme Sturgeon devra patienter non pas 2 ans, mais peut-être 4 ou 5 ans ou 6 ans. Ces nouvelles élections, ces élections générales, en fonction de leur résultat, elles vont avoir une incidence sur le Brexit, Patrick Martin-Génier, qu'il s'agisse d'une large victoire des conservateurs, comme semblent le montrer les sondages. Est-ce que ça va durcir encore les conditions de la négociation? Et à l'inverse, est-ce qu'en cas de victoire surprise du Labour, ça remettrait en question totalement, et d'une alliance éventuellement avec les libéraux-démocrates, en question totalement l'hypothèse même du Brexit? Alors pour répondre à votre première question, en effet, je crois que cela va avoir incontestablement une influence considérable, mais pas forcément dans le sens que l'on pense. Parce que si Mme Theresa May avait une majorité de, on va dire, certains disent 150 à 200 députés en plus de la majorité, enfin elle aurait une hyper-majorité, cela lui donnerait une plus grande marge de manœuvre. Alors on peut considérer que cela va lui donner un mandat très clair pour négocier le Brexit, de telle façon qu'elle puisse négocier de façon ferme avec l'Union européenne, mais à contrario, ça va lui donner des pouvoirs éventuellement pour avoir une marge de manœuvre plus grande, et au sein du Parti conservateur, disposer d'une majorité qui serait plus souple. Faire avaler des pilules éventuellement amères à sa propre majorité aux partisans d'un Brexit dur. Tout à fait. Quand on voit les commentateurs britanniques, certains disent qu'une hyper-majorité ferait en quelque sorte transférer le pouvoir au pouvoir exécutif et non plus au Parlement. C'est votre avis aussi, oui, Paul Thompson? Je pense que c'est tout à fait juste comme analyse. Et d'ailleurs, l'explication de la remontée brusque et spectaculaire de la livre sur les marchés de change hier tient précisément à cette ligne qui a été adoptée par la plupart des agents de change, qui donc estiment que la probabilité d'un Brexit moins dur est en nette hausse, parce qu'elle aura les coups des franges pour avoir une approche plus pragmatique. Elle ne sera pas exposée au chantage des pro-Brexit les plus durs. En même temps, elle ne sera pas en position d'exposer un chantage des anti-Brexit non plus. Donc, elle sera vraiment en position de force à titre personnel. Et dans l'hypothèse, on l'imagine qu'elle vous convient moins, bien sûr, et que vous ne l'envisagez pas à ce stade, mais d'une victoire, d'une éventuelle coalition Lib Dem-Labour, est-ce que vous imaginez qu'un futur gouvernement revienne sur la volonté exprimée par les Britanniques, autrement dire le Brexit? Non, je ne pense que c'est à peu près exclu. Si les Lib Dem obtenaient une majorité à eux tout seuls, oui, ça changerait radicalement la donne, mais cela semble
difficilement concevables. Aujourd'hui, je pense qu'ils seront renforcés dans le scrutin et les travaillistes ont clairement dit qu'ils respectent le vote du 23 juin dernier. Donc, Oui, ça me paraît très peu probable. Patrick Martin-Génier, ça crée quand même une incertitude aujourd'hui sur. Ça crée une incertitude et les travaillistes, cela pourrait avoir des conséquences parce qu'ils tiennent à la liberté de circulation des travailleurs, ils tiennent aux aspects sociaux des conditions de travail. Donc cela pourrait changer, mais ça crée une incertitude sur les marchés notamment, une incertitude politique. On n'a pas parlé de l'Irlande du Nord qui est encore à la recherche d'un gouvernement. Il y a 18 députés d'Irlande du Nord à la Chambre des communes. Donc il va falloir aussi réconcilier le pays, ce qui n'est pas acquis d'avance. Et c'est un grand débat aussi national et pas uniquement européen. À suivre donc après le résultat de ces élections générales qui auront donc lieu le 8 juin prochain. Merci messieurs d'avoir accepté de débattre. Merci à Paul Thompson et merci à vous Patrick Martin-Génier. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un second face-à-face consacré à la situation explosive au Venezuela. Restez avec nous.